Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism. Joe Biden s'attaque ouvertement et nommément à Donald Trump. Le président américain s'est exprimé hier soir à Philadelphie, un discours passionné où il a soutenu que les républicains, encouragés par Donald Trump, constituaient une menace pour la démocratie américaine. Dans ce journal, nous parlerons de ces villes isolées du Burkina Faso sous la menace des groupes terroristes présumés. C'est le cas de Djibo, dont les habitants manquent aujourd'hui de tout, y compris des denrées de première nécessité. Et côté culture, le menu est bien garni ce vendredi, du retour des Américains au festival de jazz de la Villette en France à l'Amapiano, un style musical qui fait fureur en Afrique du Sud. Et bien sûr, Roger Moutou sera là pour Culture Hebdo. Voilà pour les titres. Le président Joe Biden a utilisé le mot « démocratie » des dizaines de fois dans un discours passionné hier soir sur ce qu'il considère comme une jonction dangereuse à laquelle les États-Unis sont confrontés à cause des républicains soutenus par Donald Trump qui, selon lui, constitue une menace pour la démocratie américaine. Et pour la première fois, Joe Biden s'attaque ouvertement et nommément à son prédécesseur, Donald Trump. Les détails dans ce reportage d'Anita Powell. Le récit est de Rosine Munezero. Les États-Unis sont à un carrefour dangereux, a estimé le président Joe Biden. Jeudi soir, il a rejeté la faute sur un seul homme. Il n'y a aucun doute que le parti républicain aujourd'hui est dominé, conduit et intimidé par Donald Trump et les républicains MAGA. Et c'est une menace pour ce pays. Le président américain a parlé pendant 25 minutes, disant un mot pas moins de 25 fois « démocratie ». Il a utilisé ce mot comme une arme contre les républicains alignés sur Trump, qui se font l'écho de sa fausse déclaration selon laquelle l'élection de 2020 a été volée, qui travaille à supprimer la participation électorale dans des États clés et qui ont participé ou encouragé la tentative d'insurrection au Capitole le 6 janvier 2021. Mais il a également utilisé le mot pour refléter ce qu'il croit être un avenir meilleur, dirigé par son parti, dont il a vanté les récents gains législatifs comme preuve. Nous pouvons choisir une meilleure voie pour l'avenir, un avenir de possibilités, un avenir pour construire un rêve et de l'espoir. Et nous sommes sur cette voie qui va de l'avant. Dans une réfutation prononcée avant le discours, le leader républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, a accusé Biden de diviser les Américains. Lorsque le président prendra la parole ce soir à l'Independence Hall, les premières lignes qui sortiront de sa bouche devraient être des excuses pour avoir calomnié des dizaines de millions d'Américains en les traitant de fascistes. C'est la deuxième visite de Biden cette semaine en Pennsylvanie, un État compétitif dans ce qui s'annonce comme un champ de bataille entre les démocrates de Biden et les républicains de Trump lors des élections de mi-mandat en novembre prochain. Les historiens qui étudient la rhétorique présidentielle affirment que le ton de Biden a sensiblement changé à mesure que l'on s'approche du scrutin de novembre. Je crois que la rhétorique plus tranchante du président et des autres démocrates fonctionne. Il y a des preuves que beaucoup d'électeurs indépendants, pas les électeurs de Trump, beaucoup d'électeurs indépendants, en particulier les femmes, même dans les États conservateurs, comme le Texas et le Kansas, en ont assez de l'obstructionnisme républicain. Quel camp triomphera lorsque les Américains exerceront leurs droits démocratiques en novembre? L'histoire et les sondages semblent favoriser les républicains, mais les démocrates ont repris confiance ces 2 dernières semaines à cause de certaines mesures votées au Congrès. Autre actualité, ce soir, une centaine de militants du parti Les Transformateurs ont été arrêtés, j'ai dit au Tchad. Ces jeunes ont été arrêtés sans brutalité, souligne une publication de la police sur Facebook.
Ils sont en garde à vue pour les besoins de l'enquête pour manifestation non autorisée et trouble à l'ordre public, précise un communiqué de la police. Le parti Les Transformateurs de Succès Masra fait partie d'une coalition rassemblant la majorité des mouvements de l'opposition et des organisations de la société civile, boycottant le dialogue national inclusif et souverain lancé le 20 août par le président de transition et chef de la junte militaire au pouvoir, le général Mahamad Idriss Déby Itno. Et on a appris en début d'après-midi que les forces de l'ordre avaient fermé le siège du parti Les Transformateurs avec un gros cadenas, alors que le leader du parti, Succès Masra, et quelques-uns de ses militants se trouvaient à l'intérieur. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, quelques semaines après le retrait militaire de la France du Mali, a tiré à boulet rouge sur la junte au pouvoir à Bamako et dressé un drapeau sombre du pays ouest-africain. Au Mali, nous voyons progresser les groupes terroristes armés dans tout le pays. Les Maliens déplacés par milliers, a dit la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, donc, devant les ambassadeurs français réunis à Paris pour leur conférence annuelle. Bamako n'a pas réagi dans l'immédiat à ces déclarations. La France, dont les relations avec la junte malienne se sont détériorées, a achevé son départ du Mali le 15 août après 9 ans de présence militaire. Les autorités maliennes se sont tournées vers la Russie pour le soutien militaire avec des instructeurs que Paris et Washington accusent d'être des mercenaires du groupe Wagner, une position que Bamako ne partage pas. On reste tout à côté du Mali. Au Burkina Faso, des groupes terroristes présumés ont imposé depuis le début de l'année 2022 le blocus de plusieurs communes urbaines. Parmi les villes se retrouvant isolées figure Djibo, qui est située dans le Sahel à la frontière du Mali. Djibo a vu sa population se vider pour d'autres localités plus sûres. Ceux qui ont choisi de rester manquent aujourd'hui de tout, allant des denrées de première nécessité aux services de base. Notre correspondant Mokhtar Bari a pu faire le déplacement de Bamako à Djibo. Voici le premier volet de son reportage. Djibo, jadis plaque tournante du commerce des bétail avec son marché qui était cité comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, n'est qu'une ville fantôme. Les groupes terroristes, par leurs actions néfastes à l'encontre des infrastructures routières et contre les forces de défense et de sécurité, ont réussi à couper la cité du Djelgodji de Ouagadougou, pourtant si proche. Aujourd'hui, la situation n'est guère reluisante. Bon, en tout cas, réellement, on l'a vu, elle n'est pas tellement facile. Réellement très difficile. Parce que ça fait, bon, souvent, pour même avoir les produits de première nécessité, c'est des problèmes. Donc, ce qui fait que, en tout cas, les prix, là, ça flamme. Tout produit qu'on amène, c'est insuffisant. Tout ce que les escortes qu'on amène, il y a près de 4 à 5 escortes qu'on a fait pour amener les vivres. Souvent même, on dirait quand ça rentre en ville, là, on dirait que rien n'est venu. Souvent même, c'est un peu difficile. Après 3 ou 4 jours, on ne trouve rien sur le marché. Donc, vraiment, ça complique. À Djibo, plus de banques et certains services n'existent plus. Ils sont nombreux les fonctionnaires qui ont déserté leur poste pour se mettre à l'abri d'éventuelles attaques. Seul espoir, la présence des ONG et l'armée burkinabé qui résistent malgré les attaques. Il y a quand même l'administration qui fonctionne. Et les écoles ont fonctionné cette année. Et il y a au moins 2 ou 3 centres de santé. Non, c'est vrai, il y a comment on appelle ça? Il y a des centres de santé dans les différents secteurs qui fonctionnent, et plus le CIEM urbain, puis l'hôpital de Djibo. Donc pratiquement, comme tout le monde s'est retrouvé en ville, et donc les infirmiers et les agents de santé également se sont retrouvés là. Et donc c'est ça qui permet en tout cas à la santé et aux écoles de fonctionner. Bon, sans parler qu'il y a également les organisations non gouvernementales, donc disons les ONG. Le dernier convoi de ravitaillement de la ville de Djibo remonte à la fin du mois de juillet dernier. Les commerçants s'inquiètent de la flambée des prix et de la rareté de plusieurs denrées. Ça s'organise avec les commerçants, les bureaux de commerçants, avec les FDS, et les forces de défense et de sécurité, et en même temps avec les autorités locales qui sont ici.
pratiquement au niveau du Haut Commissariat avec la mairie, en tout cas les acteurs du transport, du commerce, des marchés à bétail. En tout cas, on s'organise après, pour qu'il y ait le convoi, nous rencontrons les chefs militaires et en même temps, on fait ça ensemble. À ce jour, aucun ravitaillement n'est à l'ordre du jour pour la ville de Djibo. En plus du manque de produits de première nécessité, la ville de Djibo ne dispose plus de réseau téléphonique. Seule liaison, les vols humanitaires passent à la portée du Djibolais lambda. Les Djibolais fondent l'espoir que leur cri de cœur sera entendu par les Burkinabés. Mokhtar Bari pour VOA Afrique, Djibo. Et dans ces conditions, pas certain que les élèves iront normalement à l'école à Djibo. En tout cas, au Gabon, c'est bientôt la rentrée scolaire. Après 2 mois de vacances, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Ce sera lundi 5 septembre. Mais avant cela, les parents s'acquittent d'une corvée inéluctable, l'achat des fournitures scolaires. À la flambée des prix sur le marché s'ajoute la scolarisation des enfants. C'est un défi pas si évident pour de nombreuses familles. On le voit dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé. Marie-Thérèse, 40 ans, ne dispose pas d'une allocation de rentrée pour son enfant. Elle a donc choisi de faire les rayons de petite surface. Mais ici, comme ailleurs, des cartables aux feuilles lignées en passant par les calculatrices scientifiques, cette année, les articles scolaires n'échappent pas à l'inflation. On pouvait trouver le cahier à 1000 francs l'année dernière. Maintenant, c'est 1500, 1400. Nous sommes dans l'obligation de payer pour que nos enfants aillent à l'école. Même pour les familles qui touchent l'allocation de rentrée scolaire, c'est le calvaire. Cette aide du gouvernement estimée à $90 par enfant ne couvre pas entièrement l'achat de leurs fournitures. À 3 jours du retour en classe, Christian, pourtant fonctionnaire, n'est pas au bout de ses peines avec 6 enfants. Pour 6 enfants, pour la rentrée scolaire, il faut au moins, au minimum, 350 000 ou 400 000. S'il faut le dire, parce que rien qu'un seul enfant, ça avoisine déjà 70 000, 80 000. Et vous faites le calcul. Parce que par rapport à ce que j'ai, je ne sais pas si ça va vraiment tenir le coup. Parce que Libreville aujourd'hui, ça coûte hyper cher. L'allocation familiale, c'est une bonne volonté, mais est-ce que ça suit par rapport au nombre d'enfants? Face à l'inflation qui pèse sur les dépenses de rentrée, des aides ponctuelles s'organisent en direction des familles en difficulté. C'est la saison des dons de manuels scolaires, une opération ciblée des responsables du parti au pouvoir dans leur fière politique de Libreville. Placide Nzigou organise la distribution des kits dans les quartiers préalablement recensés. Ils ont pensé à vous. J'espère que vous allez bien utiliser ces fournitures et que vous serez parmi les 5 premiers lorsque nous allons revenir ici au premier trimestre. Cap sur le nord de Libreville, où près d'une centaine de familles, tout aussi nécessiteuses, squattent cet immense immeuble abandonné du Centre international de civilisation Bantou. Un no man's land avec des parents d'enfants désespérés en cette veille de rentrée scolaire au Gabon. Ce jour, le président de l'association des habitants du site lance un appel à l'aide aux autorités. La majorité de familles qui résident ici, ils n'ont pas d'emploi. Ces allocations familiales sont destinées uniquement aux fonctionnaires, mais les mamans qui vendent à même au marché et nous qui débrouillons dans le bâtiment, dans le BTP, nous n'avons pas de marché en ce moment. On va scolariser ces enfants-là comment? Bien qu'affirmé dans les discours politiques, le principe de l'égalité des chances se heurte encore à une trop grande précarité de plusieurs familles gabonaises. Et la rentrée des classes rend cela encore plus évident. Ismaël Obianzé pour VOA Afrique, Libreville. Et pendant ce temps, la Grande-Bretagne, elle attend un nouveau Premier ministre dès la semaine prochaine, près de 2 mois après la démission de Boris Johnson en juillet à la suite d'une série de scandales. Comme le rapporte Henry Richwell, le successeur de Johnson sera confronté à une série de défis tandis que les alliés de la Grande-Bretagne, y compris l'Ukraine, suivent la situation de près. C'est un récit de Dilly Diko. Au 10 Downing Street, les camionnettes de déménagement défilent. Le Premier ministre Boris Johnson est sur le point de partir. Les membres du Parti conservateur vont choisir son successeur. L'ancien chancelier Rishi Sunak ou l'actuel secrétaire aux affaires étrangères Liz Truss, qui selon les sondages est la grande favorite. Le premier défi du nouveau Premier ministre sera la guerre en Ukraine. La Grande-Bretagne a fourni environ 2,7 milliards de dollars d'aide militaire à Kiev depuis l'invasion de la Russie en février, deuxième plus grand donneur après les États-Unis. Johnson est extrêmement populaire à Kiev.
Son départ donnera-t-il lieu à une relation différente avec l'Ukraine? Selon Alan Wager, analyste politique au King's College de Londres, ce serait peu probable avec Truss. Elle s'est également engagée à augmenter les dépenses de défense du Royaume-Uni à 3% du produit intérieur brut et à poursuivre la fourniture d'armes à l'Ukraine. Le dossier ukrainien est peut-être le moins compliqué des défis auxquels sera confronté le prochain Premier ministre britannique. En Grande-Bretagne, les prix du gaz et de l'électricité devraient grimper de 80% en octobre, ce qui aggravera la crise économique post-Covid et augmentera la perspective d'une récession imminente. Les familles ne peuvent tout simplement pas se permettre de faire face à de telles augmentations. C'est une catastrophe. 10 000 personnes meurent chaque année au Royaume-Uni pour des raisons directement liées à une maison trop froide. Ce chiffre va monter en flèche. Truss a exclu d'aider les gens à payer leurs factures et affirme que les réductions d'impôts sont la solution. Un autre défi majeur est que les relations entre les voisins européens sont tendues. Truss s'est engagé à mettre une croix sur le protocole d'Irlande du Nord, un accord douanier clé du Brexit que Boris Johnson a signé avec l'Union européenne pour éviter une frontière rigide entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. À terme, cela pourrait donner lieu à une guerre commerciale entre le Royaume-Uni et l'UE. Les deux candidats s'adressent à un électorat relativement restreint, moins de 200 000 membres du Parti conservateur. Qui de Truss ou de Sunak emménagera au 10 Downing Street lundi prochain? Il faudra patienter pour le savoir, mais tout n'est peut-être pas fini pour Johnson. Les médias britanniques rapportent qu'il envisage un retour et s'attend à un parcours difficile pour son successeur. Et puis, une énorme explosion a secoué ce vendredi une des plus grandes mosquées de Herat dans l'ouest de l'Afghanistan, tuant au moins 18 personnes, dont un influent imam défenseur du régime taliban. L'explosion a eu lieu à la grande mosquée Kazarga. Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des corps ensanglantés éparpillés dans l'enceinte de la mosquée. L'attentat a fait, on le disait, 18 morts et 23 blessés, selon le porte-parole du gouverneur de la province, Mujib-ur-Rahman Ansari, un religieux de renom et soutien de premier rang des talibans, a été tué dans l'attaque, a confirmé sur Twitter le porte-parole du gouvernement afghan. Et puis, le ciel semble s'éclaircir et les étoiles peu à peu s'aligner pour le décollage de la nouvelle fusée de la NASA vers la Lune. Ce sera demain samedi grâce à des prévisions météo encourageantes. Le décollage est prévu à 14h17 heure locale, 18h17 GMT. Ce sera depuis le centre spatial Kennedy en Floride. Les chances de temps favorables durant cette fenêtre de tir sont de 60%. La NASA a par ailleurs travaillé depuis lundi à régler les soucis techniques ayant causé l'annulation du décollage au dernier moment. Le premier concernait le refroidissement de l'un des 4 moteurs principaux, une opération nécessaire avant leur allumage. Second problème réglé, une fuite qui avait été observée lundi au moment du remplissage des réservoirs de carburant. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VOA Afrique. N'allez nulle part ailleurs. L'information vous revient dans un instant. Écoutez la VOA en Wolof au Sénégal sur FM 102, notre fréquence à Dakar, et Josan FM 105.8, notre station partenaire à Toubatoul. Au menu, des émissions spéciales produites par les étudiants des 3 meilleures écoles de journalisme de Dakar. Chaque jour, chaque heure, Voix des jeunes, par les jeunes et pour les jeunes, traite des faits de société, allant du chômage à la prostitution, en passant par la jalousie au sein des familles. Les mercredis, samedis et dimanches, à partir de 9h heure locale dans Pentio, nos journalistes en herbe vous donnent rendez-vous sous l'arbre à palabres pour une demi-heure de débat sur les questions brûlantes de l'heure. La VOA en Wolof, une autre facette de l'actualité au Sénégal, vue par les jeunes journalistes sénégalais. Vous suivez Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie.
Nous émettons en direct de Washington, D.C. Entrons dans le couloir de la culture de cette édition. Absents des 2 dernières éditions à cause du Covid-19, les musiciens américains reviennent en force cette année au Festival de jazz à la Villette dans le 19e arrondissement. C'est à Paris. Suivons tout cela avec Michel Joseph. Les Américains ne pouvaient pas du tout venir et là, d'un seul coup, on a retrouvé une configuration pré-Covid. Se réjouit Franck Picard, programmateur du Festival de la Villette qui va se dérouler jusqu'au 11 septembre. Ces musiciens américains viennent de la Nouvelle-Orléans, de New York, de Chicago, de Los Angeles, autant de places fortes du jazz aux États-Unis. Ils incarnent les nouveaux courants d'une scène en pleine ébullition avec de jeunes talents qui vont puiser dans le funk, le hip-hop, les musiques électroniques et viennent bousculer les codes tenaces du jazz classique. C'est le groupe londonien Kokoroko qui a ouvert le festival. Je pense que les spectateurs doivent s'attendre à un voyage. Je pense que notre musique vient d'un endroit vraiment sincère et plein d'âme. Je pense que si vous êtes ouvert ou prêt à écouter, vous nous entendrez explorer différents sons et essayer de nous trouver à travers notre musique sur scène. Beaucoup de soul, beaucoup de funk, quelques moments moins funky, des petits bouts d'Afrique de l'Ouest. Oui, un grand mélange. Un mélange qui enchante les amants du jazz. Jazz à la Villette a tenu à témoigner de ces liens tissés au fil des siècles entre les générations. Sheila Morris Gray du groupe Kokoroko raconte un peu son parcours. Je ne me sens pas en compétition, mais je suis fière de faire partie de la scène londonienne. Beaucoup d'entre nous ont grandi dans les mêmes groupes de musique ou dans les mêmes centres et certains d'entre nous ont fréquenté les mêmes écoles. C'est tellement fou de voir le parcours de chacun et tout ce qu'on peut ressentir. C'est de la fierté et de la joie pour chacun de nous. Qu'ils viennent des États-Unis, d'Europe ou d'ailleurs, leurs performances n'en sont pas moins appréciées. Jeunes et moins jeunes s'y mettent avec passion et talent. Ainsi, Sema Funk, jeune formation cubaine de funk rap, va discuter sur scène avec le tromboniste Fred Wesley, 79 ans, ancien membre de la puissante section de cuivre de James Brown au siècle dernier. Scary Pockets, un groupe funky jazzy soul vintage né sur la toile, va cohabiter avec le septuagénaire John Scottfield, ancien guitariste de la légende Miles Davis. C'est le jazz à la Villette, une expérience musicale empreinte de diversité. En fait, le jazz, dans sa forme, il prend des formes très différentes. Il n'y a pas un jazz, il y en a énormément en réalité d'un soir à l'autre. Et je pense que notre programmation le reflète assez bien. En réalité, on n'écoute pas forcément la même musique. Ce qui les rassemble quand même, c'est un rapport à l'improvisation, un certain niveau de jeu quand même, et une ouverture. Pour moi, c'est une musique où tout le monde a ses papiers, donc forcément, c'est facile de venir. Cette 20e édition du Festival Jazz à la Villette se poursuit dans la capitale française jusqu'au 11 septembre. Et on poursuit avec la culture. Roger Moutou nous a rejoint dans le cadre de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire. Donc, bonsoir Roger. Bonsoir John. J'ai beaucoup aimé le jazz là. Hein. Ah voilà, on va en parler tout à l'heure aussi. Alors, l'actrice sud-africaine Charlby s'est éteinte à New York. Exactement, ouais, John. Charlby Dean, personnage du film Sans filtre, Palme d'Or à Cannes cette année, est morte lundi à New York à l'âge de 32 ans, a annoncé une porte-parole en confirmant des informations de la presse spécialisée. C'est épouvantable, a répondu par courriel une représentante de l'actrice en ajoutant confirmer les informations de TMZ, le média américain de référence sur les célébrités. D'après ce site et le média Deadline, Charlby Dean est décédée de manière soudaine lundi dans un hôpital de New York. Aucune information n'était disponible sur les causes de son décès, notamment sur une éventuelle maladie contre laquelle elle aurait lutté.
Dans le film Sans filtre, Triangle of Sadness en anglais, du suédois Ruben Östlund, Charles B. Dean incarne Yaya, top modèle et influenceuse obsédée par son image et sa carrière, qui se voit offrir une croisière de luxe avec son petit ami, lui aussi mannequin. Paix à son âme, John. Une triste nouvelle, Roger. Une bonne, cependant. Vous avez reçu l'artiste Djirbo Douta pour parler de son nouvel opus. Exactement, c'est une bonne nouvelle, exactement ça. Parce que vous savez, depuis que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, a inscrit la rumba congolaise au patrimoine immatériel de l'humanité, une personnalité juridique qui protège les héritages culturels menacés. Les artistes rumba nous bercent de plus en plus avec ce genre musical dansé, collé serré entre deux personnes. Djirbo Douta, un artiste congolais, vous l'avez dit, John, résident au Mozambique, était notre invité cette semaine. Il nous parle de sa chanson Stella Pembele en featuring avec l'artiste Didier Lacoste. Suivez. Passer James Kanina, le grand baron à Maputo. Céline Mwanga. Faut bien écouter la chanson Stella Pembele, c'est vraiment rumba congolaise. Ouais. Parce qu'il y a un peu de différence entre les petits qui ont sorti. Maintenant, il y a un peu de comme on disait nous au Congo, des pitopales, tu vois. Ouais. Il n'y a pas vraiment rumba congolaise, il n'y a que des bruits, il n'y a pas. Ça, c'est. Vous allez écouter la rumba congolaise, Stella Pembele, c'est vraiment rumba congolaise pure. Rumba congolaise. Donc la rumba originale même. Originale. Avec Liboma, c'est plus pire encore, c'est un fiesta, rumba congolaise. Oh, rumba fiesta, un peu à la espagnole. Il faut qu'on doit faire vraiment rumba, mais n'a pas de blagues, de blagues ou de bruit, non. Rumba de 5 minutes, 4 minutes, mais c'est la rumba congolaise, c'est la rumba qui faisait Kalechef, Taboulay, les Nico, les Franco, tu vois. Donc c'est ça, il faut consommer Stella Pembele. Tout le monde entier et surtout States, Bana State. L'intégralité, John, de cet entretien dans RM Show sur notre site voafrique.com. Je sais que vous adorez la rumba, donc vous avez sûrement dégusté. Enjoy, comme on dit. Oui, de très belles sonorités musicales. Merci, Roger. Merci, et à la semaine prochaine, puisque vous avez engagé par la musique. Continuons donc pour parler d'un autre rythme qui chauffe sur le continent. Depuis quelques mois, un style musical fait fureur, notamment en Afrique du Sud. Il s'agit de la Mapiano, née il y a une décennie dans le township de Johannesburg et Pretoria. Cette musique devenue mainstream se danse même déjà hors du pays de Nelson Mandela. Mohamedou Mfa nous en dit plus. Dans cette salle en ébullition et conquise de Pretoria, l'artiste Kamo Mfela chante de l'Amapiano, une musique électro dérivée de la house music qui envahit depuis 2 ans les playlists des plateformes numériques. Un succès fulgurant qui a bouleversé la vie de la musicienne. La Mapiano a changé ma vie à un point que je ne pouvais imaginer. Non pas parce que ce n'était pas mon rêve, mais je n'ai jamais pensé que c'était possible. Surtout pour une fille comme moi qui a vécu dans une petite chambre à Soweto. De me retrouver sur les grandes scènes avec des superstars comme Chris Brown et Wiz. Ce qui fait le succès de l'Amapiano, ce sont aussi les réseaux sociaux et d'autres plateformes numériques comme Spotify qui permet une écoute quasi instantanée et à la carte des fichiers musicaux. En juillet, nous sommes sur le point d'atteindre 1 milliard de streams sur la plateforme pour l'Amapiano, un nombre astronomique, et nous suivons la façon dont ça évolue en termes de croissance, notamment en dehors de l'Afrique. On voit que les gens écoutent même dans les pays comme le Japon, la France, le Maroc. Un franc succès donc, mais pour combien de temps, s'interrogent certains mélomanes qui rappellent le sort de la gomme, née dans les townships de Durban il y a quelques années et qui est déjà presque démodée. En attendant, l'Amapiano cartonne et ses stars se payent même parfois le luxe de concerts à guichet fermé. Je voulais danser pour vous, mais c'est la fin de ce journal Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition donc. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée et un excellent week-end.